Alors, bonjour. Je ne sais pas exactement ce que je dois faire. Je dois sortir du diaporama, j'imagine, Vincent. Où est mon... Ah, elle est en bas, pardon, excusez-moi. Ah, on m'a mis une feuille. Alors donc, je voudrais vous présenter une mallette numérique pédagogique qui a été faite en collaboration avec le musée d'art et d'histoire du judaïsme. Cette mallette, elle s'appelle Culture en partage. Et en fait, ça fait très longtemps que l'Institut du monde arabe et le musée d'art et d'histoire du judaïsme collaborent. Ça fait sans doute plus de 15 ans qu'il existe un parcours intermusée entre les deux institutions. Et nous proposons donc aux scolaires, depuis une quinzaine d'années, de faire dans la même journée ou sur des jours différents la visite des collections permanentes de l'Institut du monde arabe et une visite suivie d'un atelier au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Nous avons voulu approfondir... Merci beaucoup, Vincent. Oui, je veux bien, mais ça va, c'est bien, parfait. Donc, nous avons voulu approfondir ce partenariat en créant une mallette pédagogique numérique qui permettrait aux enseignants, enfin qui permet déjà, j'espère, aux enseignants d'approfondir les sujets dans la perspective d'une visite. Donc soit en amont, soit en aval de la visite au musée. Donc cette mallette a été a été conçue avec le soutien financier de la DILCRA, donc de la Délégation interministérielle aux luttes contre le racisme et l'antisémitisme et les haines LGBT, et avec aussi un soutien moindre, mais tout de même, de la MGEN. Et donc, nous avons travaillé ensemble pour aboutir à cet objet que je vais vous présenter, car nous avons tenu à ce que ce soit un objet. Et voici, c'est la mallette. Elle se présente comme ça. C'est une boîte. Et à l'intérieur de cette boîte, il y a différentes choses. Et entre autres, des affiches que je ne vais pas vous montrer. Mais enfin, vous imaginez bien, vous avez donc un livret d'accompagnement, en gros, avec l'explication de ce que sont nos deux institutions et des gens qui ont collaboré pour la mallette, et des affiches qui permettent de les afficher dans la classe avec des reproductions d'œuvres de très grande qualité. Parce que ce qu'il y a sur ces affiches et ce qu'il y a dans notre mallette, et ça a été notre but dès le début, c'est de mettre en regard nos deux collections. Parce qu'on aurait pu écrire un manuel sur l'histoire des relations entre juifs et musulmans dans le monde arabe, mais ce n'est pas du tout notre cœur de métier. Nous, on travaille à partir d'œuvres d'art, et donc on a choisi 10 œuvres dans la collection du musée d'art et d'histoire du judaïsme qu'on a mis en regard, en relation avec 10 œuvres de la collection de l'Institut du monde arabe. Et c'est ces 10 couples d'œuvres, ce rapprochement entre ces œuvres, qui nous a semblé pertinent et à partir duquel, donc on part des couples d'œuvres pour proposer un cheminement, enfin pour proposer une réflexion en mettant en résonance ces œuvres des deux collections. Donc le gros, alors là, si, je vais vous la montrer, c'est super. Voilà l'objet. Donc c'est une clé USB. Alors ça paraît complètement dépassé d'avoir fait un truc sur une clé USB, mais en fait on y tenait parce qu'on voulait quelque chose qui soit utilisable sans connexion. Nous avons pensé à certains collègues qui ont parfois des problèmes de connexion dans les établissements, et si c'est quelque chose qu'on ne peut... Ah oui, pardon, oula. Si c'est quelque chose qu'on ne peut utiliser qu'avec une connexion, c'est vraiment un problème. Donc, c'est une clé USB
donc là vous la voyez quand elle est branchée, qui se met à jour. Quand on appuie sur le bouton ici, on peut, donc, et qu'on est connecté, pour le coup, on peut mettre à jour le contenu de la clé USB. Ce qui nous permet, nous aussi, de corriger les petites erreurs, etc. etc. Donc, il y a... je vais prendre mes notes quand même, si vous permettez, comme ça me permettra de suivre un fil. Il y a 2 possibilités pour entrer dans la clé, une entrée par les thèmes et une entrée par les œuvres. Je vous montre, alors vous avez remarqué notre logo, pardon, je n'ai pas insisté là-dessus, le logo qui a été fait pour notre projet commun, qui est donc cette main ouverte, qu'on appelle très communément la main de Fatma, mais en fait c'est une appellation qui n'est pas très juste, dirons-nous, dans le monde arabe, comme dans le monde musulman, comme dans le monde juif, on l'appelle plutôt 5, la main ouverte, Khamsa, Khamesh. Et donc ce 5, c'est le symbole commun qui est utilisé sous forme de bijoux plus ou moins grands, ou même dans des broderies par exemple, pour renvoyer le mauvais œil. Donc c'est un signe de porte-bonheur aussi qu'on a utilisé ce symbole comme logo de notre partenariat sur cette mallette. Donc je disais, on peut rentrer par les thèmes et voilà ce que ça donne. Donc vous avez un nuage de mots qui vous donne une idée des thèmes qu'on va aborder. Alors évidemment, et vous en reparlerez vendredi matin avec Isabelle Saint-Martin, et puis même peut-être demain avec Ahmed Djebar, il y a bien sûr les sujets religieux qui ressortent. Mais comme on a des confrontations d'œuvres d'art, vous voyez que vous avez aussi d'autres sujets, les traditions culinaires, le mariage, donc des choses vraiment de vie de tous les jours et de vie commune dans un espace partagé qui est le monde arabe ou le monde islamique, si vous voulez, en ce qui concerne nos collections. Ces thèmes, ils sont réactualisés, ils ne sont pas toujours les mêmes, c'est-à-dire que vous avez quelque chose d'aléatoire, vous voyez, si je reclique dessus, les mots qui sont les plus mis en valeur changent, les couleurs changent, etc. Donc je peux aussi rentrer par les œuvres, et c'est ça qui va nous intéresser le plus, puisque forcément, c'est donc ces 10 couples d'œuvres que vous voyez maintenant s'afficher à l'écran et qui sont l'objet de la mallette. Et donc, voilà, je vous les fais défiler, vous les voyez ici. Je vous montre le premier, qui est un peu forcément... Donc, vous avez ici un Coran et un rouleau de Torah. La première chose qu'il faut dire, c'est que ce qui a sans doute mangé la plupart du budget, enfin pas, non, j'exagère, mais qui a été quand même une grande part, ça a été la campagne de photos qu'on a faite spécialement. C'est-à-dire qu'on tenait vraiment à avoir des reproductions d'excellente qualité, des œuvres qu'on allait présenter dans la mallette, parce que notre but, bien sûr, nous qui sommes des professionnels des musées, c'est de faire venir les gens au musée, et de faire venir en particulier les élèves au musée. Donc il faut que l'outil numérique soit quelque chose qui ajoute, qui apporte quelque chose par rapport à la contemplation de l'œuvre elle-même. Donc, par exemple, on donne cette mallette, donc elle est distribuée gratuitement aux enseignants qui réservent le parcours intermusée entre le MAJ et l'IMA. Mais elle est gratuite, mais on ne la vend pas par ailleurs et on ne la donne que s'il y a eu réservation, en espérant qu'elle soit utilisée donc en amont de la visite, comme pour un peu, et moi ça c'est quelque chose en quoi je crois, pour susciter un désir, hein, c'est très simple, mais finalement avoir vu les œuvres avant, ça provoque une émotion différente quand on est face à des œuvres qu'on sait imaginer ou qu'on a vues en reproduction, et puis aussi en aval pour continuer le travail. Donc vous voyez que vous avez, par exemple sur ce Coran d'époque mamelouk, vous avez une résolution que je pense, là vous voyez encore mieux, qui est vraiment très intéressante, et en plus on a fait faire des détails qui font que vous pouvez voir jusqu'à là, vous voyez ici comme c'est... Enfin, moi, je trouve ça pas mal. Vous pouvez avoir vraiment la matière qui est rendue par ces images, et quelque chose que peut-être il ne sera pas facile de voir quand on est en groupe devant la vitrine, à un livre où on ne peut pas forcément le tourner dans tous les sens, etc. Donc là, ça c'est intéressant. Je vous montre aussi, je surveille le temps en même temps,
Je vous montre aussi ce que ça peut donner sur du textile, par exemple. Ici, le parorète, ce rideau d'Arche Sainte, qui est conservé au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et vous voyez dans les détails comme on peut rentrer aussi dans quelque chose de très intéressant au niveau de l'œuvre d'art, hein, du travail du matériau, jusqu'à voilà, des choses... vous voyez ces magnifiques broderies au fil d'or, jusqu'à même des détails du revers, comme ici, hein. On croirait une œuvre contemporaine. Donc c'est le revers de cette œuvre textile qui permet de bien comprendre, hein, ce travail. Et là, vous voyez notamment le fait qu'il s'agit d'un fil métallique, ce qui est un travail particulier au niveau de la broderie. Donc voilà, des reproductions de très très grande qualité pour pouvoir entrer dans l'œuvre comme on ne pourrait jamais la voir dans le musée, ce qui ajoute, à mon sens, à l'émotion qu'on va ressentir quand on verra l'œuvre en vrai. Alors, les œuvres, elles sont accompagnées, vous voyez ici, vous êtes en mode enseignant, donc elles sont accompagnées pour les enseignants de tout un appareil critique qui va permettre aux enseignants de préparer leur cours ou leur parcours en fonction de ce qu'ils souhaitent faire. Donc vous avez bien sûr une fiche pour chaque œuvre qui va vous donner le contexte de réalisation de l'œuvre, qui défile ici. Vous avez une fiche couple qui permet de comprendre pourquoi est-ce qu'on a mis ces œuvres en regard, parce que parfois ça va vous paraître évident, notamment dans des choix de techniques similaires, parfois ça l'est moins. Si je reviens par exemple, je vais vous montrer ça par exemple. C'est pas du tout évident de comprendre pourquoi est-ce qu'on a rapproché ces deux œuvres au premier coup d'œil. Donc on a une fiche couple qui va permettre de comprendre ce rapprochement. Et on a ensuite des fiches thématiques qui ont été rédigées par des spécialistes en moins de 5000 signes, donc c'est assez court, et en même temps, elles sont vraiment dans l'actualité de la recherche, puisqu'on a demandé à des spécialistes de les rédiger. Je prends l'exemple que j'ai là sous les yeux, puisqu'elle est présente, Isabelle, c'est Isabelle Saint-Martin, que vous entendrez vendredi, qui a rédigé cette fiche sur Jérusalem, la ville comme espace symbolique pour le christianisme. Et puis pour la Jérusalem musulmane, peut-être que vous le connaissez, pour les historiens qui sont dans la salle, c'est Vincent Lemire qui est spécialiste de Jérusalem, qui a d'ailleurs remporté le prix des rendez-vous de l'histoire du monde arabe pour son magnifique livre sur le quartier maghrébin de Jérusalem, sur l'histoire du quartier maghrébin de Jérusalem, qui a rédigé cette fiche. Et donc vous voyez, c'est court, c'est bref, mais là vous avez quelque chose sur lequel on peut se reposer sans crainte. Donc des fiches thématiques, des fiches... vous voyez aussi qu'il y a un glossaire ici, et que ce glossaire, donc, il est relié à différents mots qui s'affichent. Là, par exemple, mosquée, si je clique dessus, je vais avoir une définition assez claire et simple de la mosquée. Vous avez sur cette colonne à droite tous les mots qui apparaissent dans le texte et qui sont définis. Et vous pouvez bien sûr rejoindre le glossaire dans son ensemble à la fin avec l'ensemble des mots. On a essayé de se limiter quand même pour pas avoir quelque chose qui soit fleuve et avoir quelque chose qui puisse être utilisé avec les élèves. Alors, pour les fiches d'activité, alors là, je vais vous montrer par exemple ce couple-là, sur les femmes. Donc voilà, deux œuvres, deux photographies d'ailleurs, l'une qui vient du Maj et l'autre qui vient de Lima. Et vous voyez, donc vous avez ici des fiches d'activité. Alors, dans toutes les couples commencent par cette fiche d'activité qui est à la découverte des œuvres, et qui propose quelque chose de simple, mais de découverte par les élèves du couple pour essayer de faire en sorte qu'ils s'interrogent sur chacune des œuvres et sur la raison pour laquelle elles ont été rapprochées.
Donc, vous voyez que vous pouvez passer en mode classe. Donc, le mode classe, il est un petit peu différent du mode enseignant, dans le sens où vous n'avez pas du tout accès à tout l'appareil critique qui est à disposition des enseignants. Vous avez simplement accès donc, aux œuvres elles-mêmes, à leur reproduction en très grande qualité. Nous, on l'a pensé non pas pour une manipulation en salle informatique, directement, individuellement, ou même par petits groupes d'élèves, mais vraiment en projection dans une classe. Donc, d'ailleurs, vous voyez peut-être que vous avez remarqué qu'ici, quand je suis dans le mode classe, je n'ai pas le même fond derrière les images, parce qu'on a pris en compte le fait que parfois, les conditions de projection dans les classes ne sont pas toujours bonnes, que quand on est sur l'écran, on peut avoir un fond beaucoup plus travaillé. Je vous le montre. Vous voyez, vous avez ici un fond beaucoup plus travaillé, mais parce que vous êtes sur l'écran d'ordinateur chez vous et que donc c'est plus agréable d'avoir ce fond-là. En classe, ça va être plus compliqué, ça dépend de la qualité du vidéoprojecteur, de est-ce que vous pouvez baisser les stores ou pas, enfin bon, des conditions. Mais n'empêche que quand on monte des œuvres d'art, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire se poser la question de dans quelles conditions on les montre, si on choisit d'en montrer des reproductions, et j'espère qu'on choisit aussi ensuite d'aller, quand c'est possible, les voir en vrai, mais la question de la qualité de la reproduction est importante. Donc là, on a choisi un fond blanc pour qu'il n'y ait pas de problème en fonction de la qualité de la projection. Et vous voyez que là, vous n'avez pas les cartels qui apparaissent tout de suite, avec l'idée, dans ces activités qui sont proposées, de d'abord découvrir les œuvres sans aucun appareil critique et de laisser les élèves s'interroger sur qu'est-ce que peut bien être cette œuvre, quand est-ce qu'elle a été faite. Et là, on peut laisser les élèves avoir plein d'hypothèses et ensuite accéder au cartel et avoir plus de renseignements. Alors, je vais retourner sur le mode enseignant pour vous montrer ces fiches d'activité dont je vous parle. Donc, vous voyez, vous avez en 3 temps, observez les objets, lisez les cartels et une sorte de tâche finale avec à chaque fois, si on le souhaite, des questions et des possibilités de se renseigner de plus en plus en fonction de la démarche sur les œuvres. Vous voyez ici qu'on renvoie par exemple à la base de données du Musée d'art et d'histoire du judaïsme et ici au site internet de Suzanne Hefuna qui est l'artiste qui a fait la photo qui se trouve dans la collection de l'Institut. Et vous avez ensuite une tâche finale qui peut être sous différentes formes, qui peut être aussi des ateliers de pratique artistique qui est proposé là. D'un point de vue très pratique, vous voyez qu'ici il y a des choses qu'on peut cocher ou décocher. C'est-à-dire que les enseignants peuvent choisir quelles questions ils veulent faire apparaître, par exemple, avant d'imprimer le PDF. Donc ici, il n'y a pas beaucoup de questions, mais sur d'autres activités où on a essayé d'élargir, donc vous voyez, donc ça c'est la découverte des couples, et ensuite, en prolongement, on peut, en fonction des matières, avoir d'autres éléments, comme ici, donc quelque chose autour de la reine de Saba, quelque chose autour des paroles de femmes. Donc on a, par exemple, l'enfance de Gisèle Halimi en Tunisie, qui est très parlante, qui est très intéressante, des portraits de femmes. Donc là, vous avez des textes, notamment, beaucoup de textes, parce que... donc voilà, vous pouvez cocher ou non le texte pour le faire apparaître et vous pouvez choisir le questionnaire en fait qui va se rapporter au texte en fonction de ce que vous souhaitez faire et quand vous téléchargez ensuite le PDF, il va s'afficher seulement ce que vous avez coché. Alors, il y a autre chose qui est accessible aussi en mode classe parce que ça a été vraiment pensé pour les élèves, c'est le multimédia. Alors, je vous montre ici, par exemple. Vous avez là d'autres ressources. On a voulu vraiment mettre à disposition aussi les ressources annexes de nos musées qu'on ne connaît pas forcément très bien. Nous avons dans chacun de nos musées des photothèques et donc des banques de photographies qui sont des mines d'informations sur les cultures juives et les cultures arabes, disons, ou en tout cas dans le cadre de cette mallette musulmane. Donc vous voyez ici, vous avez un exemple. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient vu cette exposition qui s'est tenue au Musée d'art et d'histoire du judaïsme sur un photographe qui a fait une campagne de photos dans les années 30, Jean Besancenot. Et donc là aussi, vous voyez notre souci de donner des images de très grande qualité
pour pouvoir les projeter. Et là, vous avez des choses qui viennent de la collection du Mage et de la collection de Lima. Nous avons aussi fait réaliser des animations sur certains sujets. Je vais vous montrer le début peut-être d'une de ces animations. Par exemple, donc, sur ce couple Coran-Torah, on a fait réaliser 2 animations. Une animation qui s'appelle l'arbre des alphabets, qui permet de comprendre les liens entre la langue arabe et l'hébreu, et donc les liens historiques, et puis les points communs, notamment dans la façon d'écrire, les lettres, la prononciation, etc. Et puis aussi quelque chose sur la calligraphie. Donc je vais vous montrer le début, parce que je crois que j'ai jusqu'à 45, non ? Bon, alors comme ça vous donnera une idée de... donc ça s'adresse vraiment aux élèves, hein. L'idée, c'est de pouvoir le montrer aux élèves. C'est bon ? Merci. Le mot calligraphie est issu du grec kalos, qui signifie beauté, et graphein, qui se traduit par écrire. Ainsi, calligraphie veut dire belle écriture. Le mot arabe pour dire calligraphie est al-khat, qui signifie la ligne, le trait. Ainsi, calligraphie se traduit en arabe par l'art de la ligne. C'est pourquoi on appelle le calligraphe al-khattat. En hébreu, c'est le terme grec calligraphia qu'on utilise. Mais le scribe se dit sopher, littéralement celui qui compte, car pour transmettre avec exactitude les textes saints, le sopher compte régulièrement le nombre de lettres, de mots et de versets des textes qu'il a calligraphiés. Le kalam est l'outil privilégié du calligraphe. C'est un morceau de roseau taillé selon des règles très précises. Il existe différentes tailles de kalam dont le diamètre peut aller de quelques millimètres jusqu'à 1 centimètre afin de réaliser des traits plus ou moins épais. Dans la calligraphie, le geste est très important. La calligraphie rend visible un mouvement. C'est l'art de faire danser sa main. Dans le cas de la calligraphie de la Torah ou du Coran, le geste calligraphique a une haute portée spirituelle. Le support d'écriture privilégié des calligraphes juifs est le parchemin. Il s'agit d'un rouleau fait de la peau d'un animal qui a été préparé de manière à obtenir une grande page sur laquelle écrire. Le calligraphe en pays d'islam privilégie comme support le papier qu'il fabrique lui-même. L'encre est également élaborée artisanalement à partir d'ingrédients végétaux comme l'écorce de grenade, la feuille d'or ou le brou de noix qui permettent d'obtenir des encres de couleur. Pour calligraphier les textes sacrés juifs, seule l'encre noire est autorisée. Le tracé au kalam permet d'obtenir le plein, qui est la largeur maximale, et le délié, qui est le trait le plus fin. C'est cette alternance qui donne son rythme à la calligraphie. La calligraphie arabe est régie par le système du point-mesure, qui a pour but de déterminer la proportion parfaite d'une lettre. L'alif, par exemple, correspond à 8 points-mesure. Chaque lettre est ainsi soumise à des règles de proportion qui définissent sa hauteur, sa largeur et sa courbure. La calligraphie des lettres hébraïques est minutieusement codifiée. Aucune des lettres du texte biblique ne doit se toucher, sous peine de rendre le texte impropre à la lecture. Dans l'écriture hébraïque, on dit que les lettres sont suspendues, car elles sont tracées sur la feuille à partir du haut de la ligne. Aucune des 22 lettres de l'alphabet ne dépasse cette limite, à l'exception de la lettre lamed. La calligraphie hébraïque utilise majoritairement l'écriture dite carrée depuis la fin du 1er siècle avant notre ère. En Espagne médiévale, l'écriture est ronde et très carrée. C'est cette graphie qu'on retrouve le plus sur le pourtour méditerranéen.
Dans la calligraphie arabe, il existe plus d'une centaine de styles. Attardons-nous sur les styles calligraphiques les plus couramment utilisés. Le koufi est un style carré, anguleux et géométrique. Il existe de nombreuses variantes de ce style, telles que le koufi fleuri ou le koufi carré. Le nasri est un style cursif et arrondi, qu'on appelle aussi style des copistes. Le thuluth est un style cursif et rond. Le diwani est un style lyrique. Il existe de nombreuses variantes de ce style. Le maghribi est un style qui était utilisé dans l'ouest du monde arabe, en Andalousie et au Maghreb. Dans les arts de l'islam, la calligraphie est omniprésente. Ce n'est donc pas étonnant qu'elle soit déclinée sur tous les supports. On la trouve sur la pierre, le stuc, le bois, les textiles, les monnaies, le bronze, le métal ou encore la céramique. Le goût pour la belle écriture est encore vivace aujourd'hui. Certains artistes s'emparent ainsi de cet héritage pour le réinventer et créer des œuvres d'art contemporain. Voilà, donc vous voyez, c'est une animation qui dure à peu près 5 minutes. C'est le cas de toutes les autres animations. Il y en a une sur donc l'arbre des alphabets, il y en a une sur les calendriers, et il y en a une sur les lieux de culte avec une reproduction en 3D de la mosquée des Omeyyades de Cordoue et d'une synagogue aujourd'hui détruite en Tunisie. Donc voilà, c'est des outils qui permettent de prolonger ou de décrypter, d'aider à la lecture ou à la compréhension des œuvres. Je vous ai parlé ce matin de la pratique du jeu, et donc c'est quelque chose qu'on a développé ici sur un couple d'objets qui est à la fois un... Vous le voyez parce que c'est écrit ici, donc un plateau de Pessah qu'on utilise donc au moment de la fête de la Pâque juive et qui vient d'Algérie, et de l'autre côté un bol à épices, et qui a été le prétexte donc pour développer un jeu sur l'océan Indien. Donc je vais vous le montrer. Qu'on a testé en classe avec notre professeur Relais, qui l'a fait avec ses élèves de 4e, ça marche bien. Donc on a une carte interactive qui permet de revenir avec les élèves sur le fait qu'on a ici un espace particulièrement connecté dès l'époque médiévale, dès le 9e siècle, où on a une connexion qui se réalise entre le monde islamique, la côte est swahili de l'Afrique, l'Inde et la Chine. Ça a été l'objet de plusieurs expositions, enfin de 2 expositions à l'Institut du monde arabe qui étaient tout à fait stimulantes d'un point de vue de l'approche historique. Et vous voyez, vous avez une carte interactive sur laquelle, par exemple, vous allez pouvoir trouver d'autres types de sources. Donc je vous montre par exemple, quand on est ici, on clique sur... Donc c'est des points d'intérêt sur lesquels vous allez pouvoir cliquer et trouver différentes choses. Par exemple ici, vous allez à la fois une œuvre d'art avec une très belle aiguière du XVIe siècle, et puis vous avez des textes, et notamment des lettres écrites au XIIe siècle par des marchands juifs qui correspondent avec des coreligionnaires qui sont basés à Aden, et donc ce qui montre qu'ils participent pleinement de cette circulation des marchandises et de l'interconnexion des espaces dans l'océan Indien dès cette époque. Et peut-être que certains d'entre vous connaissent cette source, ça vient de la Guéniza du Caire, c'est-à-dire de la synagogue Ben Ezra qui se trouve au Caire, en Égypte, et dans laquelle on a retrouvé un trésor d'archives avec des lettres notamment de marchands juifs qui vont depuis l'an 1000 jusqu'au 16e, au 18e siècle. Donc voilà ce qu'on peut avoir ici, et vous avez quand vous cliquez là, vous pouvez faire un jeu
où là, on peut donc, pour essayer de motiver les élèves à rentrer vraiment dans cette histoire, les faire jouer comme si, par équipe, comme s'ils étaient des navires devant parcourir l'océan Indien et devant acheter et revendre des marchandises. Et donc, comme ça, ils vont parcourir les différents espaces et comprendre la mise en connexion et les différents matériaux, en fait, qui étaient vendus et échangés dans cet espace-là. Et leur plan puisqu'ils établissent, en fait, par groupe, ils établissent un plan de navigation à l'avance, hein, en se demandant où est-ce qu'ils vont aller acheter telle marchandise, parce qu'ils ne peuvent pas acheter n'importe quoi, n'importe où. Hein. Ils peuvent, je ne sais pas, acheter par exemple de l'ivoire ici sur la côte Swahili pour aller la revendre plus cher en Inde ou en Chine, et acheter ensuite, une fois qu'ils sont en Chine, de la porcelaine chinoise qu'ils vont revendre à prix d'or, évidemment, dans le monde arabe, où la porcelaine chinoise était particulièrement réputée. Et donc leur plan d'action est ensuite contrecarré, dirons-nous, par le hasard, et c'est là tout le sel du jeu, puisqu'ils tirent des cartes, et vous voyez, ils peuvent être par exemple attaqués par des pirates, perdre toutes leurs marchandises, devoir réclamer un petit peu d'argent à une autre équipe, etc. Donc ça dure pas longtemps, ça prend 2 heures de cours, et ça permet, oui, alors c'est quand même pas, ça prend pas 2 jours, 2 heures de cours, et ça peut être 2 heures de cours séparées. Vous n'êtes pas obligé, ça on y a pensé, on n'est pas obligé d'avoir 2 heures de cours qui se suivent. Vous pouvez séparer le jeu, même à 1 semaine d'intervalle, avoir une première heure de cours de présentation de la carte interactive avec les différentes sources et de préparation justement du plan de navigation, et une deuxième heure où on joue véritablement en tirant les cartes, etc. Donc c'est assez économe, et ça permet de rentrer dans cette histoire qui est peu connue et qui mérite de l'être, et de décentrer le regard, et ça c'est quelque chose auquel on tient. Je pense au musée d'art et d'histoire du judaïsme comme à l'Institut du monde arabe, c'est-à-dire d'avoir un regard peut-être plus global sur l'ensemble des cultures du monde. Voilà pour la présentation de la mallette. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, nous, ce qui nous a semblé vraiment important, c'est de pouvoir aborder les questions du judaïsme et de l'islam en les mettant en regard pour en montrer tous les points communs, même si on ne gomme pas non plus les différences. Hein, même, vous avez pu le voir dans la petite animation sur la calligraphie. Et nous sommes persuadés que entrer par les œuvres d'art, et peut-être qu'Isabelle Saint-Martin vous en reparlera vendredi matin, nous sommes persuadés qu'entrer par les œuvres d'art, ça permet peut-être de désamorcer les choses en proposant une première approche sensible et par l'esthétique, qui ensuite va permettre de rentrer dans une forme de contextualisation et d'apport de connaissances, mais qui peut-être peut vaincre éventuellement certaines résistances. Et puis, comme je l'ai entendu lors de la conférence ce matin, quelque chose d'important aussi pour nous, c'est que les élèves viennent au musée. Et je pense que dans ce parcours intermusée, donc dans le fait de venir au musée d'art et d'histoire du judaïsme ou de venir à l'Institut du monde arabe, pour certaines classes, que ce soit dans un institut, ou enfin chez nous, ou au musée d'art et d'histoire du judaïsme, le simple fait d'avoir franchi la porte et d'avoir vu une collection ou participer à un atelier, rien que ça, c'est quelque chose. Et voilà, pour certaines classes, et nous on l'a vécu chez nous aussi, hein, où on a eu par exemple des écoles privées juives qui sont venues à l'Institut du monde arabe, et en fait on a pu le voir, voilà, une fois qu'il y avait des réticences, et il y avait aussi des réticences de la part des parents, mais une fois qu'ils étaient venus, que la visite s'était bien passée et que l'atelier s'était bien passé, eh bien rien que ça, en dehors même de tout souvenir des œuvres ou le simple fait d'y être allé, ça change quelque chose, et vous pouvez bien imaginer aussi que c'est le cas pour certaines classes quand ils franchissent la porte du musée d'art et d'histoire du judaïsme. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous n'avez pas de questions ?
Donc je vous le rappelle, hein, vous ne pourrez avoir la mallette que si vous venez avec vos classes. Et il faut s'inscrire à la fois au musée d'art et d'histoire du judaïsme et à l'Institut du monde arabe. Si vous ne venez que dans un seul musée, nous ne vous enverrons pas la mallette. Et ça, c'est très important. Et Benoît Mouton, qui est ici, veille au grain. Et c'est lui qui tient le tableau à jour pour savoir si vous avez bien réservé en face et pas seulement chez nous. Oui. De penser ou de réfléchir. Ah, excusez-moi, vous ne m'avez pas entendu jusqu'à là, je dois répéter. Voilà, j'ai juste une petite remarque en soulignant que le public d'aujourd'hui n'est pas forcément parisien, mais que nous venons d'INSPE, de différents coins de la France. Et ma question, c'était donc si vous avez également une version pour justement les publics éloignés. Oui, nous y avons pensé. Et même si, évidemment, nous recevons à Lima comme hommage des classes qui viennent d'académies non franciliennes et qui, à l'occasion de voyages scolaires, viennent visiter nos institutions, nous proposons pour les académies non franciliennes de faire des visites quand tout le monde est bien équipé. Hein, mais oui, on propose des visites à distance. Donc si l'enseignant a un projet et qu'il réserve une visite à distance à l'Institut du monde arabe et Hommage l'atelier aussi se fait à distance, et bien à ce moment-là, on lui envoie la mallette. Donc oui, pas de problème. C'est rassurant, merci beaucoup. C'était bien temps. D'autres questions ? Donc, merci vraiment beaucoup et on peut passer à votre présentation, toutes les deux.